Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. À Terre-Neuve, durant l'hiver 1966, les mineurs de Bell Island constatent avec effroi la fermeture de leur lieu de travail. Une partie de la mine est submergée par l'eau. On va descendre dans ce trou, juste ici. Plongée de caverne, on peut pas avoir plus extrême que ça, là. Habituellement, moi, je surveille toujours les bulles à la surface. Je sais où sont les plongeurs. Là, Il y a une croix à l'intérieur de la caverne. Il a perdu la vie ici. The life of a miner working underground c'est pour un historien aventurier comme moi, là, ça, là, c'est... to come back up and see the sun again. C'est beau, hein? Ouf, c'est beau. Bon, ben, direction Bell Island, mon Mario. Ouais. Toute une aventure qui t'attend. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Parce qu'à une certaine époque, il y avait 6 mines qui étaient exploitées, dont 4 sous-marines. Ah ouais. Une fois qu'ils ont exploité des mines à ciel ouvert, dont l'accès était plus facile, Ouais. ben là, ils ont entamé la tâche colossale de creuser sous l'océan Atlantique. Ça veut dire des galeries, là. Ouais. Ce site minier-là a été exploité de 1895 à 1966. Ils ont laissé l'équipement là, il y a des effets personnels. Le but, c'est d'explorer pied par pied pour justement raconter leur histoire à ces miniers-là. Ouais. On sait que les mines de Bell Island ont joué un rôle vital dans l'effort de guerre. Dans l'approvisionnement. Ouais. On est probablement dans les rares personnes dans le monde qui vont avoir la chance d'accéder à ça. À ce site-là. On est chanceux. Ouais, on est privilégiés sur temps. C'est des challenges, mais ça, ben, on est là pour ça, hein? Fait que toi sous l'eau, moi sous terre, Ouais, je te ramène plus d'images possible. c'est parti. Après une traversée d'à peine 5 km, Bell Island nous accueille. On va rejoindre une équipe de guides expérimentés qui nous accompagneront dans cette plongée particulièrement risquée. Bell Island. Ah, mais ça va être le fun aussi de revoir Jill parce que c'est une super bonne plongeuse. Ben, elle a vraiment une spécialité qui est la spéléologie, donc les cavernes. En plus, c'est qu'elle a fait cette mine-là à quelques reprises. Donc, comme guide, là, je pense qu'on peut pas avoir mieux que ça, là. Ah, ça vient. Il est là. Avec sa roulotte. Il est équipé. Ah, gars! Hé, vous avez trouvé le chemin. C'est super de vous voir. Salut, comment ça va? Bien. Bien. Content de vous voir. Bonjour, Samuel. Content de te rencontrer. Ouais. Venez, on va vous montrer où on s'en va. On va descendre dans ce trou, juste ici. Le tunnel s'étend sur 4 km en dessous de Conception Bay. 2000 et demi. Il descend comme ça sur environ 750 pieds. Alors, on va utiliser une voiturette de golf pour apporter notre équipement. Cette mine mesure 14,4 km² et elle a une profondeur de 548 mètres. On y retrouve 400 niveaux différents. Oui, et on en a exploré seulement une petite partie. C'est de la plongée souterraine. Alors, ça prend un équipement complet et des techniques particulières à ce type de plongée. Une fois à l'intérieur, il n'y a pas de centre de contrôle pour appeler à l'aide. On est laissé à nous-mêmes. Ah, c'est capoté. Tu vois ça descendre, et tu vois les lumières à perte de vue, puis tout ça, ça va dans l'eau. Ça veut dire que là, on est ben au sec, puis à un moment donné, ça rentre dans l'eau. On est prêt? Oui! Allons-y! Tiens-toi bien! Pendant que les plongeurs se préparent, Rick et moi, on se rend sur le site de plongée pour s'assurer que tout est en ordre. Ça fait quand même plus de 3 ans que personne n'y a mis les pieds. Rick, j'ai vu qu'il y avait des lumières de brûlées, mais y a-t-il d'autres choses que tu dois préparer avant que les plongeurs arrivent? Ça fait 3 ans que personne n'est venu ici.
Alors je suis bien content qu'il y ait si peu de travail à faire. Il faut juste nettoyer un peu pour que le chemin ne soit pas trop glissant et changer quelques ampoules. Après, on va être prêt à partir. Super. Allez, on va commencer par ça ici. On trempe un peu et on y va. Très peu de gens ont plongé ici. C'est de la plongée souterraine de niveau très avancé et la visibilité est mauvaise. Il y a des risques d'enchevêtrement et de chute de pierre. Mais c'est surtout difficile parce qu'on ne voit pas bien. Je dirais qu'il y a moins de 50 plongeurs qui se sont aventurés ici. Quand on sera à l'intérieur, je vais être juste derrière toi. Jill va plonger en premier, ensuite toi, puis moi. Je vais t'éclairer pour que tu puisses voir un peu mieux. OK. C'est vraiment le genre de plongée qu'il ne faut rien laisser au hasard. Tu feras attention aux marches quand on va entrer dans l'eau. Elles sont très glissantes. Ouais. Aussi, une fois dans l'eau, ne bats pas des jambes, OK, non. parce que c'est peu profond et très boueux. Ah, c'est certain qu'une plongée comme ça rend nerveux. Hein? C'est pas une plongée normale, en plus que ça fait longtemps que j'ai pas fait de caverne. C'est qu'ici, c'est que t'as la noirceur, t'es en dessous, comme j'expliquais, c'est que tu peux pas sortir. C'est un problème en eau libre, tu ressors vers la surface, mais il faut que tu refasses tout le chemin. Ça veut dire que ça te prend de l'air aussi. Là. Et donc, c'est pour ça qu'on a des doubles systèmes. Ce qui fait que moi, un boyau qui saute, que mes bouteilles se vident, les personnes qui étaient avec moi, bien, ils sont capables de me donner un deuxième détendeur pour au moins qu'on puisse s'en sortir. On peut pas avoir plus extrême que ça, là. J'ai tout nettoyé ça avec Rick. Ça va être moins glissant, Mario, parce qu'ici, tantôt, il y avait de la boîte. OK, merci. C'est glissant. On va commencer la plongée au pilier là-bas, où la corde est attachée. On peut nager en surface, mais faites bien attention à vos palmes. Et assurez-vous de voir la corde avant d'aller où que ce soit. C'est très important, parce que c'est dangereux ici. Alors, ne soyez pas trop surpris, mais il y a une croix à l'intérieur de la caverne. C'est pour honorer la mémoire d'un grand homme, Joe Stephen, un pionnier de la plongée. Il est mort ici après avoir eu un malaise. Mais ça peut surprendre de voir ça ici. Quand on passe à côté de la croix de Joe, on lui dit merci pour ce qu'il a fait pour le domaine de la plongée. On l'aimait vraiment beaucoup. C'est aussi un rappel de toujours rester prudent ici. Après la pause à Secret des profondeurs, on pousse l'exploration des mines de Bell Island encore plus loin. Moi, ça me stresse. Là, on voit les bulles, mais dans quelques instants, il ne verra plus. Là. Habituellement, moi, je surveille toujours les bulles à la surface. Je sais où sont les plongeurs. Là... Tu sais, Mario, il prend au sérieux chacune de ses plongées. Moi, aujourd'hui, je sentais qu'il calculait tout dans sa tête. Là. Parce qu'il y a un stress supplémentaire, c'est sûr. C'est une plongée extrême, ça. La meilleure guide pour cette plongée-là, c'est Jill. Fait qu'il est en de bonne main, ça, c'est sûr. C'est hallucinant, là. Tu rentres là-dedans, c'est un voyage dans le temps.
Mais ça impose le respect, ça. Parce que c'est des gens qui ont creusé ça, là. C'est incroyable, là. Avec de l'équipement rudimentaire, puis je veux dire, les moyens de l'époque, c'est phénoménal d'être ici, là. Vraiment, là, ça donne des frissons. Là, on est dans la mine 2, mais il y en avait 6 au total. Donc 4 sous-marines. Fait qu'avec Rick, je m'en vais en Zodiac pour en explorer une autre. OK. Hey, Sam, je vais t'amener voir une mine bien spéciale, où on peut voir un artefact qui date de l'époque des mineurs. Tu es prêt? Ouais. On va accoster ici. Il va falloir que tu ailles en avant du bateau. Ouais. Tourne le coin juste là et monte la colline. Je vais rester près du bateau pendant que tu enquêtes. Ouais, tu peux y aller tout seul. N'oublie pas de mettre ton casque. Incroyable. Ça a été abandonné là. C'est pour un historien aventurier comme moi, là, ça, là, c'est... Parce que là, tu peux imaginer des gens qui ont travaillé ici pendant des décennies puis qui ont dû laisser ça derrière eux. C'est hallucinant. On a comme un système sur rail, mais c'est pas des wagons. Ça devrait faire partie, ça, du convoyeur. Tu sais, à la mine 2, on a entré à l'intérieur. Là, ici, on est à une sortie. Visiblement, parce que les convoyeurs étaient installés ici, puis on chargeait les bateaux juste en bas. Dans le cours du minerai, tu sais, on voit qu'il y avait des poutres de bois qui soutenaient tout ça. Là-bas, oh, là, c'est bouché, par exemple. OK. Bon, je pense que c'est trop dangereux de continuer par là. Tu sais, d'amener la machinerie ici, c'est une chose. Mais de creuser ces tunnels-là, c'est une tâche colossale. C'est ça, c'est sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, là. Puis si ça montre la force et le caractère des gens de Bell Island qui ont voulu gagner leur vie, mais aussi participer à l'effort de guerre. Ils ont joué un grand rôle, là, parce qu'on avait besoin de beaucoup d'acier. Puis le fer constituait la principale matière première dans la fabrication de l'acier. Fait que ça commençait par ici. C'est complètement hallucinant. Quel voyage dans le temps. C'est la tête remplie d'images du passé que je retourne à la mine numéro 2 pour accueillir les plongeurs. J'ai bon espoir que Mario nous ramène des images, mais dans ces conditions de plongée extrêmes, il n'y a rien de garanti. Ouais, Mario est là. J'en ai aussi. Tout va bien? Oui? Tout va bien. Puis Mario? Ah, c'est assez impressionnant parce que, écoute, il y a tellement de tueurs et de films et tout ça. On a filmé ce qu'on a besoin. Ouais. Ouais. Tout est là. Ouais. Hey, c'est lourd, tout ça. C'est lourd. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas compris dans ce système-là. Avec autant de trous aussi, j'étais trop lourd aussi, là. OK. As-tu aimé ça? Ouais, j'ai aimé ça. Veux-tu revenir demain? Ouais, je vais revenir demain, ouais. Ça a super bien été, mieux que je pensais, maintenant. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait ça, pour Hey, 20 ans. Vingtaine d'années. T'avais pas de ceinture puis t'étais trop pesant? Oui. T'as pas de poids du tout, du tout. J'ai juste la plate en arrière, c'est ça, puis c'est tout du matériel. Ben, tu sais, il y a 2 tanks d'acier, puis c'est de l'eau douce. Juste l'eau douce puis l'eau salée, le même équipement, c'est 5 livres de différence, à peu près. Tu te sentais-tu bien ou? Oui, oui. Ah non, non, ça, ben, tu sais, c'est deux experts, là, ça fait que... C'était comment comparativement aux autres plongées que t'as fait ici? Les conditions n'étaient pas si mal. Dans les premiers 200 pieds, la visibilité était nulle. Mais après, ça s'est éclairci. C'est un endroit très intéressant à explorer. On voit les canalisations et tout. Avec les images que j'ai tournées avant et celles d'aujourd'hui, on va avoir un bon aperçu de l'archéologie industrielle,
En plus des inscriptions intéressantes qu'on a pu voir sur le mur. C'est magnifique. On a vu plusieurs artefacts. Des seaux, une grosse chaudière, un système de pompage. C'est comme si tout était figé dans le temps. C'est ce que j'aime. Il y a des inscriptions et des dessins sur le mur. Un mineur, James Bennett, s'est dessiné lui-même avec la suie de sa lampe frontale. Il a dessiné cette caricature sur le mur et a signé son nom. Je crois que c'était peut-être un mineur paresseux, parce que juste à côté du dessin, il y a un lit à ressort. Peut-être qu'il faisait parfois la sieste dans la mine. Après la pause, à Secret des profondeurs, on découvre la dure réalité des travailleurs de la mine à l'époque. En 71 ans d'exploitation minière, on a perdu 106 hommes sous terre. Pour en apprendre un peu plus sur la vie des mineurs, on va à la rencontre de Teresita McCarthy, membre fondatrice de la Bell Island Heritage Society. Hi, Teresita. Je suis la descendante d'une très longue lignée de mineurs. Mon père a commencé à travailler dans les mines à l'âge de 10 ans et il a arrêté en 1966 quand elles ont fermé. C'est qui ont terminé d'exploiter les mines à ciel ouvert pour commencer à creuser les galeries sous l'océan Atlantique. En 1895, ils ont commencé à exploiter les mines à ciel ouvert. Petit à petit, ils ont compris que sous la surface, il y avait des millions de tonnes de minerais de fer. Pas seulement dans le sol, mais aussi sous l'eau. Ici, on exploitait surtout le minerai de fer à Bell Island. Il y avait 15 000 personnes qui vivaient ici. Oh, 15 000. Au total, il y a eu 6 mines dans l'histoire de Bell Island. Pouvez-vous me parler de leur fermeture? Les mines n'ont pas toutes fermé en même temps. Ça a causé une onde de choc dans la communauté, mais aussi dans toute la province. C'était une industrie très importante dans une petite communauté. Et tout s'est arrêté graduellement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune activité minière à Bell Island. La fermeture complète a eu lieu en juin 1966. Est-ce que seulement la mine numéro 2 qui a été inondée? Puis comment ça s'est fait? Il faut se rappeler que comme c'est une mine, tout est souterrain. Donc, ils utilisaient des pompes constamment. Ils pompaient de l'eau vers l'extérieur de la mine et ils pompaient de l'air à l'intérieur grâce à des tuyaux. Quand ils ont fermé la mine, les pompes ont cessé de fonctionner. Alors, bien sûr, tout a été inondé. Vous allez faire un tour dans la mine numéro 2. Je serais très surprise si vous ne ressentiez pas l'ambiance sacrée de l'endroit. C'est comme quand on entre dans une église. Vous allez sans doute quitter ce magnifique endroit, Bell Island, en vous disant « Comment c'est possible qu'une petite communauté qui possédait tant autrefois ait encore quelque chose à donner? » Excusez-moi. Merci. C'est touchant. Ouais. On décide de suivre les conseils de Teresita et on se rend dans la partie sèche de la mine numéro 2. C'est en compagnie de Brian Hickey qu'on découvre la dure réalité des mineurs de l'époque. Tous les 10 à 12 pieds, on peut voir un trou dans le mur avec une bougie à l'intérieur. C'est comme ça que les hommes s'éclairaient sous terre en 1902. C'est ça, hein? Il n'y avait pas d'électricité. Wow! T'as vu ça, toi? Un vieux wagon. Le foreur et dynamiteur juste ici, c'est mon grand-père. Ah, OK. Il a travaillé ici pendant 25 ans. Mon grand-père dynamitait une pièce comme celle-ci, puis on envoyait ensuite un homme pour nettoyer les parois. Lui, c'est M. Bill Neary. Vous pouvez voir qu'il tient une barre à écailler de 40 livres. Il travaillait en tenant cette barre au-dessus de sa tête 10 heures par jour. Regardez ça comme c'est lisse.
Pas besoin de s'inquiéter de recevoir une roche sur la tête. Ces hommes-là ont écaillé toutes les surfaces de la mine. Une fois que tout était écaillé et sécuritaire, on envoyait les pelleteurs. Lui, c'est M. Bob Skanes. Ça prenait 2 hommes comme ça pour remplir un de ces wagons à minerai. Ils pouvaient contenir presque 2 tonnes de minerai de fer chacun. Et un duo d'hommes devait remplir 20 wagons pendant un quart de travail de 10 heures. Par jour. Une fois que le wagon était rempli, un cheval le remontait par la pente principale. Puis il redescendait ensuite un autre wagon de minerai vide. Est-ce qu'il y a eu des mineurs qui sont décédés dans la mine numéro 2? Oui. En 71 ans d'exploitation minière, on a perdu 106 hommes sous terre. La majorité de ces décès étaient des nettoyeurs de parois. Pendant le nettoyage, il arrivait que des pierres leur tombent dessus. Il y a aussi eu beaucoup de wagons en perte de contrôle qui ont dévalé la pente principale. Puis, quand les hommes installaient la dynamite dans les murs de la mine, certains morceaux n'explosaient pas. Alors quand les foreurs arrivaient, ils foraient directement dans ces morceaux de dynamite et ça explosait. Ça, c'est un plan de la mine qu'on vient tout juste de visiter. On a descendu la pente principale sur 650 pieds et on est arrivé au niveau 19. C'est là que les mineurs se trouvaient. Si on descend la pente derrière, juste ici, c'est la partie qui se trouve sous l'eau. Pour la plongée, donc, c'était ici. Oui, les plongeurs entrent dans l'eau ici et on peut plonger sur une distance de 4 km sous l'océan. OK. C'est un labyrinthe. C'est fou que tu gardes ça. Imagine comment tu peux te perdre dans ça. Pour boucler notre aventure, je rencontre Glenda, une descendante d'une famille de mineurs. Enchantée. Elle s'est inspirée d'une tragédie pour écrire une chanson sur la vie de ces courageux travailleurs. Vous avez une histoire particulière à me raconter. Oui, mon père a travaillé dans les mines pendant toute ma vie. Mon grand-père maternel est mort dans un accident minier. Il était contremaître et son fils travaillait à l'écaillage de la mine. Un jour, il y a eu une explosion. Il a réussi à sortir, mais quand il a su que son fils était toujours dans la mine, il est retourné le chercher. Il a réussi à sauver son fils, mais 80% de son corps était brûlé. Et mon grand-père est mort au cours de la nuit. Je pense que ça vous a tellement inspiré que vous avez voulu rendre hommage à Belle Island et aux mineurs aussi en écrivant une chanson et un livre. Oui. J'aimerais que tu viennes avec moi. C'est un endroit magnifique sur la plage. Il y a des musiciens là-bas. Je vais leur demander de jouer ma chanson pour que tu puisses comprendre par toi-même. Cette chanson s'appelle « La vie d'un mineur ». C'est un hommage aux mineurs qui sont morts, à ceux qui ont été blessés et à ceux qui ont survécu. C'est parti. He would wake up every morning at the crack of dawn. J'ai écrit La vie d'un mineur un jour où je pensais à ma vie à Belle Island et à la vie de mon père quand il travaillait à la mine. Je ne voulais pas dramatiser ou faire le portrait d'un homme dur et rude, comme dans les chansons de Johnny Cash. Je voulais juste décrire la vie quotidienne d'un mineur. Un homme qui n'avait pas vu le monde, mais qui connaissait la mine par cœur, parce que c'était sa vie. He headed for the mines. Can he walk the tunnels haunted by the men who never got to come back up and see the sun again?